C'était mon premier jour seul. Avant, j'étais avec mon prédécesseur. Donc j'arrive. Et là, devant ma porte de bureau, il y a un certain nombre de collaborateurs et de délégués qui sont mais pas contents. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un moment, je comprenais. Ils me disaient, ça va pas. Là. Je me disais, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, c'est pas possible parce que vous êtes une femme. Eux m'ont dit ça. Elle est la numéro 2 du groupe L'Oréal, qui est le leader mondial de la cosmétique. Elle y est entrée en tant que stagiaire et son ascension est folle. Elle s'appelle Barbara Lavernos et elle est avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans Inspirel. Bonjour, je m'appelle Barbara Lavernos. Je suis la directrice générale adjointe du groupe L'Oréal. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais vous raconter en toute transparence et de façon très directe mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Alors toi, Barbara, diplômée des hautes études d'ingénieur à Lille, tu arrives à L'Oréal par hasard, tu m'as dit. Alors, comment est-ce qu'on arrive à L'Oréal par hasard et comment est-ce qu'on devient numéro 2 de L'Oréal par hasard? Non, mais quand je te dis par hasard, je fais cette école d'ingénieur, un peu par hasard déjà, parce que je savais pas quel métier je voulais faire, je savais pas, voilà, c'était super flou pour moi. D'abord, quand on est en école, on connaît, à mon avis, 2 ou 3% des métiers, parce que quand tu rentres dans une entreprise, t'en découvres des centaines, des milliers que tu ignorais. Et donc, quand tu fais une école d'ingénieur, tu dois faire des stages. Et j'ai eu la chance de, tu sais, chaque entreprise propose des stages aux écoles. Donc moi, L'Oréal a proposé un stage. J'ai fait un stage et qui a bien marché, qui était intéressant pour moi, et puis qui a bien marché. Et à la fin de mon stage, L'Oréal m'a dit, on vous embauche. Donc c'est pour ça que je dis c'est par hasard. Ok. Et donc après, donc tu travailles en tant qu'ingénieur chez L'Oréal et au fur et à mesure, tu gravis un peu les échelons au sein de L'Oréal. Donc au début, tu fais quoi? T'es ingénieur donc chez L'Oréal? Écoute, je fais un métier super intéressant qui s'appelle acheteur. J'achète tous les jours des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Non, mais plus sérieusement, c'est un métier que je connaissais pas. Pour fabriquer nos produits, il faut pour nos parfums des super flacons en verre, des super capsules, ces pompes magnifiques. Il faut ces flacons pour les produits shampoing. Il faut ces pots, il faut ces étuis merveilleux, etc. Tu imagines, il y a plein d'entreprises qui les fabriquent. Ouais. Donc là, je vais découvrir des verreries. Je vais découvrir des imprimeurs, donc je vais comprendre toutes leurs techniques, je vais comprendre. Et puis, je vais négocier avec eux quand on fait un lancement, quand on lance le nouveau shampoing Elseve, quand on lance le nouveau parfum Yves Saint Laurent. Il y a les designers qui vont imaginer ces pièces, etc. Et puis ensuite, il faut les transformer en milliers, voire en millions de produits. Et donc, il faut négocier le prix de chaque flacon, de chaque partie. Et donc ça, c'était ton travail? Ça, c'était mon premier travail. Et tu sais, c'était chouette parce que je suis rentrée chez L'Oréal, donc je découvrais ma boîte. Mais c'était un métier aussi où je rencontrais plein d'autres entreprises, tous nos fournisseurs, qui sont nos compagnons de route. Et donc, j'ai vu dès le départ plein de modèles d'entreprises, des boîtes familiales, des petites, des grandes, des grands groupes, le mien. Donc c'est chouette pour démarrer. Ouais. Et du coup, tu fais ça et après tu montes un peu les échelons au fur et à mesure. Et aujourd'hui, tu es directrice adjointe du groupe L'Oréal. Félicitations. Merci. Du coup, aujourd'hui, en mode à quoi ressemblent tes journées? De quoi est-ce que tu t'occupes au quotidien? Écoute, tu vois, le groupe L'Oréal, c'est un très grand groupe. Il y a 40 grandes marques internationales. Donc, il y a bien sûr L'Oréal Paris, mais tu as Garnier, tu as La Roche-Posay, tu as Vichy, tu as Yves Saint Laurent, tu as Valentino, tu as Lancôme, tu as Kiehl's, tu as Kérastase. Mon shampoing anti-pelliculaire Kérastase, magnifique. Je recommande. Génial, magnifique formule. Donc, il faut imaginer, c'est un très, très grand groupe. À l'intérieur de ce groupe, moi, j'ai la chance de manager, de diriger 2 grandes fonctions, 2 grandes équipes. D'un côté, toute la recherche, tous les laboratoires. Donc là, il y a 4000 chercheurs chez L'Oréal qui sont aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, bien sûr en Europe, au Brésil, et qui vont découvrir les actifs qu'on va mettre dans nos formules, qui vont fabriquer ces formules. Vous cherchez quoi, en fait? On cherche les molécules qui sont les plus performantes pour soigner ta peau. Les formules les plus performantes pour traiter, pour pas avoir de pellicule. Les formules les plus performantes pour avoir un rouge à lèvres que j'espère que tu trouves très joli, qui est à la fois qui teinte et qui brille et qui tient, qui se transfère pas sur la tasse. Tu vois, il faut trouver les molécules qui vont permettre de faire ça. Puis après, tu as un art de la formulation. Et quand tu travailles pour 40 marques dans le monde, tu imagines ce que ces chercheurs mettent au point. Donc, c'est de la grande science. C'est aussi, en ce moment, un travail extraordinaire que font ces équipes. Et moi, je suis passionnée avec eux. C'est
tous travaillent avec ce qu'on appelle les biotech, c'est-à-dire comment je peux avoir tous ces ingrédients qui viennent des plantes, qui viennent de la nature, et comment, tu vois, c'est comment je transforme. Aujourd'hui, tu as 65% de tous les ingrédients qu'on utilise dans le monde qui sont biosourcés, bio-based ou d'économie circulaire. Tu vois la transition qu'ils sont en train de mener. Donc ça, c'est passionnant. Et on arrive à avoir des produits du coup qui sont aussi performants et qui sont pas nécessairement synthétiques. C'est leur talent. Hein. Ils passent d'une chimie de synthèse, t'as raison, à une chimie de biotech, de biotechnologie. Parce que généralement, on fait plutôt l'inverse. On part des choses de la nature pour ensuite le synthétiser en laboratoire. Alors, t'as raison, ça a été une des grandes, tu vois, ça a été les 100 ans, je veux dire, de la transformation de la chimie de synthèse. Mais aujourd'hui, tu as une évolution des biotechnologies qui te permet de prendre la nature, elle a créé la totalité des composants, des états, des matériaux, etc. Donc, tu t'inspires de la nature et aujourd'hui, tu es capable de le monter à l'échelle. Donc, ça, c'est ce que font les équipes de recherche. Et puis, j'ai une deuxième équipe que j'ai la chance d'accompagner dans le monde, qui est tout ce qui est l'informatique, la technologie, l'intelligence artificielle. À la fois parce que tu imagines, L'Oréal, c'est 90 000 employés. Donc, il faut qu'ils aient tous leurs ordinateurs, des systèmes pour passer les commandes, pour formuler, pour, tu vois, pour faire le marketing, pour créer les pubs, etc. Et puis, tout ce qui est aussi dans l'interaction avec le consommateur. Okay. Aujourd'hui, tu vois, un groupe comme L'Oréal, il fait plus de 25% de tes ventes en e-commerce. Ok. Passer la commande, préparer la commande. Toi, quand tu attends une commande, tu veux qu'elle arrive dans les 2 jours. Ouais. Tu vas donner un créneau entre 11h et midi. Tu vas donner ton adresse. Tu imagines toute l'information qui doit arriver, tout le service aussi consommateur qu'on va faire avec toi. On va te prévenir quand ton colis arrive. On va te mettre, la préparation avec des échantillons spécifiques qui te ressemblent. Voilà. Donc, toute l'animation des réseaux sociaux, les services. Donc voilà. Donc tu vois, c'est ces 2 grandes fonctions. Et donc toi, tu diriges tout ça. Donc ça veut dire que les équipes en fait te font des retours sur leurs différentes avancées, leurs découvertes ou peu importe, leurs organisations. Et toi, tu dis ok, ça c'est bien, on va plus faire ci, on va plus faire ça. Alors, d'abord, je me mets pas en haut et je dis pas comme ci, comme ça. sur un tabouret. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas du tout comme ça. Non, ça se passe pas du tout comme ça. D'abord, on travaille ensemble avec l'équipe en se disant et en regardant ce à quoi on doit répondre, les évolutions qui sont en train de se passer, que ce soit scientifique, technologique, ce que nos consommateurs attendent, l'évolution des sociétés, tu vois, on observe tout ça et on se dit, voilà, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et tu imagines, il y a énormément de directions qu'on doit suivre, et on va définir nos priorités. Et puis ensuite, on va se dire, voilà, telle équipe va gérer ça, et pas toute seule, hein, avec d'autres équipes chez L'Oréal, comme je te le disais, avec des fournisseurs extérieurs, avec des scientifiques extérieurs, avec les grands de la tech extérieure. Voilà, on va faire un programme. J'ai envie de dire, on va se fixer des ambitions. Hein, on est quand même des gros compétitifs, okay. Hein, c'est comme au sport. Ouais, donc on adore les compétiteurs parce que ça nous secoue, mais on n'aime pas quand ils font des trucs bien, donc on va y regagner, etc., etc. Et à partir de là, ils vont travailler, mais souvent je vais travailler avec eux. Et puis oui, on va au fur et à mesure regarder nos avancées, regarder ce qui coince. Si tu veux, moi au fond, si je devais te raconter mon métier, c'est pas je suis en haut et vous faites ci, vous faites ça. Oui, c'est ça. Et où est-ce que vous en êtes et je contrôle. Bien sûr, je suis un patron. C'est aussi mon rôle de regarder par ailleurs quel argent tu mets où, sur quelle priorité, comment tu arbitres tes budgets. Bien sûr, je fais tout ça. Mais au fond, si je te le raconte en vrai, mon plus grand, ma plus grande responsabilité, c'est que ces équipes-là, elles soient sur les justes priorités, et ça c'est compliqué, et ça je le discute avec mon patron, avec mes collègues, avec eux, etc. Ça, je dois m'en assurer. Et avec de l'agilité pour s'adapter parce que le monde bouge toutes les 2 minutes. Et ensuite, c'est d'avoir le meilleur talent pour le faire. Moi, mon premier rôle, c'est d'avoir dans ces équipes les plus forts, les plus smart, les plus collaboratifs, les plus créatifs, et d'être sûr de les promouvoir, de leur donner des opportunités, d'avoir des jobs comme moi j'ai eu. Toi, tu m'interroges sur mon job aujourd'hui. Mes patrons à l'époque, ils m'ont permis d'avoir des jobs différents, d'être promus, de me dépasser, d'oser, etc. Quant à ça, quand tu as des équipes qui sont comme ça, et c'est pas facile, hein, 4000 personnes d'un côté, 1500 de l'autre, t'imagines, il y a tout le temps des histoires, des machins, des bons, des moins bons, des moments. Donc, mon job, c'est un très très grand job de ce qu'on appelle le management. Et parce que du coup, tu fais aussi du recrutement, toi, en direct ? Non, alors... Il y a des ressources humaines. C'est ce que j'allais dire. J'ai des patrons de ressources humaines et puis qui vont recruter en fonction de nos besoins, etc. Mais je rencontre beaucoup effectivement des gens qui vont nous rejoindre ou des gens qui sont chez nous et qui vont changer de job, hein, à qui on va donner une promotion, à qui on va donner une nouvelle responsabilité, un nouveau projet, parce que moi je gère
pas sur sur mon ordinateur des chiffres, des machins, etc. Je le fais bien sûr, déjà avec ma finance et tout. J'ai besoin de rencontrer les gens. Quand tu confies une responsabilité à quelqu'un, tu vois, je vais te raconter une anecdote. J'étais hier avec un chercheur formidable qui travaille chez moi, qui est indien, et à qui je propose de prendre vraiment un super nouveau job. C'est un nouveau challenge. Okay. Est-ce qu'il est totalement prêt? Non. Est-ce qu'il va avoir le talent d'y arriver? Je le nommerais pas si je ne croyais pas. Donc tu vois, hier, je passe 1 heure avec lui en lui disant, je te rassure, je sais, moi, ta patronne, quand je te nomme, que t'es pas totalement prêt. Parce que il était anxieux, il me disait, attends, moi, il faut que j'apprenne ci, il faut que je regarde. Je lui dis, calme-toi. C'est pas ça qui compte. Donc, tu vois, ce qui va compter, c'est de dire, si on t'a élu, et c'est pas moi toute seule, si on t'a élu, nous tous, on te reconnaît pour ce job-là, il faut lui donner la force, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de lui dire, il faut que tu bosses là-dessus, il faut que tu fasses ça, et que toi, tu sois en support, tu vois, en permanence. Donc, c'est passer du temps. Moi, je recrute pas, même si je vais sur les campus, si je rencontre des étudiants, si je rencontre les nouveaux embauchés très régulièrement, etc. Mais ton job, c'est un job humain. Il n'y a pas que les ressources humaines qui font l'humain. Si t'es un manager, dès que t'as une équipe ou dès que t'as des collègues, c'est de l'humain, tu sais. Ok, hyper intéressant. Alors du coup, est-ce que je pense que ça n'existe pas vraiment, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de journée type de travail que tu fais? Généralement, est-ce que déjà tu te lèves toujours à la même heure? Tu dois aller genre au bureau à une heure précise, ou comme t'es la patronne, tu peux dire non, il y a ce truc-là que je vais faire en télétravail, ce truc-là que machin. Écoute, c'est pas du tout parce que je suis la patronne, parce que moi j'ai les mêmes droits de télétravail ou pas de télétravail que les autres. Bon, moi je suis pas très fan du télétravail parce que comme tu viens de comprendre, ce qui m'intéresse, c'est de croiser les gens, c'est de discuter en vrai. Tu vois, on a fait une réunion par visio tous les deux pour préparer cet entretien. Ça n'a rien à voir avec le moment qu'on a un échange maintenant, et on fait des choses. Donc moi, voilà. Mais j'ai les mêmes droits. C'est pas parce que t'es patron que t'as des droits différents, etc. Écoute, moi, je suis quelqu'un de très matinal. J'adore l'aube, j'adore le matin. D'abord parce que c'est un moment extrêmement calme du monde, dans ma maison. Il y a personne qui te dérange sur ton téléphone. Il y a personne qui me dérange. Je m'oblige à ne pas lire mes messages, parce que comme je travaille dans le monde entier, et j'ai une première heure à moi. Parce que du coup, en fait, tu te fais harceler de messages toute la journée. Harceler, non, mais en tous les cas, bah oui. Voilà, avec les fuseaux horaires, j'ai des équipes en Asie, des équipes dans les Amériques. Donc par définition, tu as toujours un flux d'informations qui continue. Donc moi, je me lève vers 5h30, 5h45. Tu vois. Naturellement, ou tu mets un réveil? Écoute, j'ai longtemps mis un réveil et aujourd'hui je l'éteins avant qu'il ne sonne dans la plupart des cas. Mais même le week-end et les vacances, je suis vraiment quelqu'un qui se lève tôt. Alors un peu plus tard, à 6h, 6h30 peut-être en vacances, mais tu vois. Et je fais des siestes, oui, là, ça c'est la grande grasse mat. La grande grasse mat. Et donc j'arrive tôt au boulot. Donc tu racontes une journée type quand je suis en France, parce que une partie de mes journées type c'est d'être avec mes équipes dans d'autres parties du monde, ou d'être avec nos clients, ou d'être avec nos fournisseurs. J'ai une première heure, j'arrive assez tôt donc au travail, donc j'ai une première heure toute seule où je vais lire justement tout ce qu'on m'a écrit, je vais organiser ma journée. Je vais lire la presse, je vais lire des revues de presse, je vais avoir 1 heure, si tu veux, qui va me nourrir et qui va me préparer un petit peu ma journée. Ensuite, ma journée, écoute, elle est faite de réunions avec mes collègues des marques, elle est faite avec des collègues des zones, elle est faite avec des équipes sur des sujets précis, mais c'est beaucoup de réunions, beaucoup de ce qu'on appelle des one-on-one, où une seule personne vient, on fait le point, où est-ce qu'il en est, comment il avance, un projet précis. Assez régulièrement, une nouvelle qui arrive comme ça sur mon bureau, il y a un problème ici, il y a un changement là, il y a une accélération à voir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, il y a un truc qui vient sur ton bureau, genre tu dois prendre un avion pour aller autre part dans le monde? Écoute, dans la journée elle-même, non. Et puis, tu vois, aujourd'hui avec les visions, on peut très très vite se connecter avec le monde entier. Tu vois, c'est un petit peu différent, mais bien sûr, mais sinon c'est assez planifié. Okay. Alors juste, tu disais que tu lis les news du matin. Ça a un impact direct sur ton travail, les informations du matin, les informations quotidiennes? Bien sûr. D'abord parce que quand tu travailles sur la beauté, tu travailles pour les gens et tu essayes de répondre à leurs aspirations individuelles et collectives. Et donc tous les mouvements de société, toutes leurs attentes, tous les besoins,
ils apparaissent phénoménalement au travers de ces articles. Tu vois bien les mouvements qui sont en train de se passer. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent profondément. Ensuite, tu as dans toutes les publications, des publications sur il se passe ça dans la tech, il y a telle nouvelle application, il y a tel nouvel influenceur. Tu vois, pour comprendre toutes ces dynamiques où il y a telle nouvelle science, où il y a telle découverte. Donc il y a aussi toute cette partie-là. Et puis la dernière partie, c'est la partie financière. Donc géopolitique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Là, on est au moment des élections américaines. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Qu'est-ce que ça peut avoir comme implication pour nous? Comment ça nous fait réfléchir? Là, par exemple, l'élection de Trump, concrètement, est-ce qu'il y a une implication directe pour le groupe L'Oréal aux États-Unis? Écoute, sûrement, pour l'instant c'est encore un peu flou, mais quand tu vois un groupe comme L'Oréal, il travaille pour 150 pays. On a plutôt la chance d'avoir des équipes aux États-Unis, d'avoir des usines aux États-Unis, d'avoir des centrales de distribution aux États-Unis, mais tu as des produits, le parfum de luxe, il est fabriqué en France, il y a des taxes d'exportation, par exemple. Il peut y avoir des tonnes de choix, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Tu peux avoir des choix fiscaux, donc tout ça va avoir une influence. Donc comprendre ce qui se passe dans le monde, ou essayer en tous les cas de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe aussi profondément dans la société. Tu vois, les aspirations de l'estime de moi, la façon dont ça passe. Je te racontais une histoire, tu parlais des États-Unis. Tu vois, pendant un moment, les femmes afro-américaines, elles voulaient absolument se lisser les cheveux parce que c'est dans les années 40, 50, parce que ça ressemblait à des modèles archétypes, si tu veux. Bon, si tu regardes les phénomènes de société, les Afro-Américaines aujourd'hui, et Dieu soit loué, elles ont ces cheveux magnifiques, elles laissent libre, elles ont ces coiffures extraordinaires. Donc, ça te paraît rien, mais tu vois, de saisir ces phénomènes quand ils arrivent, ça veut dire que les équipes de recherche de L'Oréal, il faut immédiatement qu'elles travaillent sur des formules qui magnifient ces boucles, ce sont des cheveux très différents à traiter, dont on doit prendre soin, etc. Voilà, ça c'est un exemple assez concret. Après, tu as, si tu regardes aussi la façon dont les maquillages évoluent, là encore, tu as des styles de maquillage. Tu as ces fameux maquillages nude qui sont sortis. Ça veut dire où je ne suis pas maquillée, mais je suis incroyable. Mais à la vérité, tu es maquillée avec des produits très spéciaux, très techniques. Donc, comment on va saisir ces envies des consommateurs? Comment on va saisir aussi des ruptures de science et les transformer? Le réchauffement climatique et l'agression du soleil, les UV, c'est ce qui est pire pour la peau. Et la peau, c'est le premier organe d'un être humain, tu vois. Donc, mettre nos équipes de recherche à travailler, mais plus que ardemment, ce qu'elles ont fait pour découvrir un nouveau filtre solaire extraordinaire qui va filtrer des bandes passantes d'UV différentes, UV Mune, ça n'est pas que de ça, tu imagines bien, mais c'est aussi être capable de saisir ce qui se passe, voilà. Donc moi, j'ai toujours besoin de lire cette presse et de me renseigner. Du coup, tu as commis des erreurs? Dans mon parcours? Ouais. Plein. Ok. Et encore aujourd'hui. Heureusement, c'est juste que je suis un être humain. Ça aussi, moi, tu vois, il y a un mot, ça je veux te le dire, il y a un mot que je déteste, c'est rôle modèle. Je sais pourquoi, ou tu vois, un peu ce que tu disais tout à l'heure, ce patron. Superman, Wonder Woman, on a chacun nos. Alors j'ai les trucs de Wonder Woman, mais ça n'existe pas. Heureusement qu'on n'est pas parfait et si tu fais pas des erreurs, t'apprends pas de tes erreurs. Donc je veux dire, après c'est comment tu le reconnais, comment tu réagis vite et comment tu les fais pas. Mais tous les jours on fait des erreurs d'une certaine manière. Oui, alors c'est ça parce que moi je le sais. Je pense que je fais plus de micro-erreurs que de grandes victoires au quotidien. Je pense que je fais peut-être 80% de micro-erreurs où ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait. Puis après tu finis par avoir une petite étincelle et t'as une grosse victoire. Est-ce que toi t'as un exemple d'erreur que t'as pu commettre? Bien sûr, des erreurs on en fait tout le temps, mais je vais te raconter par exemple. L'important, c'est de les corriger vite et d'en apprendre et de partager, justement de partager qu'il peut faire des erreurs, etc. Des erreurs, j'en ai fait quelquefois en nommant des gens qui n'étaient pas les bonnes personnes. Okay. Des erreurs, j'en ai fait en nous disant, tu vois, on avait vu le film 5e élément. Et on trouvait complètement dingue cet objet qui te permettait de te maquiller, okay. Tu vois, sur un clic. Okay. Bon, on l'a exploré, on l'a eu la main, c'était une erreur parce que non, mais ça, c'est fou de se dire, en tant que personne, du coup, qui est pas interne dans le groupe L'Oréal, de se dire, ok, donc en fait, même le groupe L'Oréal peut s'inspirer de films ou de choses comme ça. C'est incroyable. Si tu veux, encore une fois, quand tu travailles la beauté, tu travailles 3 choses. Tu protèges les gens. Du soleil, des agressions, de maladies de peau, etc. Tu travailles à les soigner, c'est l'hygiène, voilà. Et tu travailles à leur permettre
d'être qu'ils ont envie de se représenter au monde. Par exemple, j'avais envie de me représenter à vous en blonde. Je ne suis pas blonde, tu vois, mais ça me plaît. Ah, t'es pas blonde de base? Non, je suis pas blonde de base. Moi, j'ai essayé à peu près toutes les couleurs. Tu sais, tu travailles chez le leader de la coloration pour cheveux, donc j'ai. Mais là, en ce moment, mais tu changes souvent de couleur? J'ai changé beaucoup de couleurs. Là, j'ai quand même pas mal de cheveux blancs, donc le blanc, ça me les cache un petit peu. Mais si tu veux, c'est aussi comment tu as envie de te présenter et t'es pas toujours pareil parce que t'appartiens à un groupe aussi qui a des codes de look, de coiffure. C'est pas toi que je vais le dire. Toi, t'as ta petite barbe groomée. Bon, bah, t'appartiens quand même. Bon. Donc, si tu veux, nous, c'est ça nos objectifs. Qu'est-ce qui nous inspire? Ce sont donc les attentes et les rêves, si tu veux, de chacun. Donc, et ça, les films, les romans, les objets, la façon de vivre, tout ça nous inspire tous les jours. Tu imagines même pas comment on observe ça. Et bien sûr, certains des films nous inspirent beaucoup. Et du coup, quand vous avez voulu faire le truc en un clic, ça a pas marché? Ben non, parce que vraiment, c'est techniquement là, sûrement il y a des génies qui vont y arriver, mais tu vois, Luc Besson, il avait imaginé. Mais techniquement, on n'y arrive pas. C'est trop complexe parce que la paupière bouge, parce que les formes des yeux sont si différents. Voilà. En tous les cas, dans l'état actuel de la tech, on n'y arrive pas. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le fait d'être une femme dans ces milieux-là. Est-ce que toi, tu as ressenti des difficultés supplémentaires du fait d'être une femme pour réussir dans ta carrière? Est-ce que tu as subi des discriminations liées à ça, ou est-ce que tu as vu des discriminations dans ce milieu-là? Écoute, moi j'ai 56 ans. Tu vois, donc j'ai fait mon école d'ingénieur il y a après le bac, tu vois, je savais pas trop quoi faire. Voilà. Et c'est vraiment une école que j'ai faite parce que je me suis entraînée pour mes concours, pour passer le bac. J'ai fait des concours pour m'entraîner pour le bac. Et il se trouve que les concours que j'ai fait m'ont permis de rentrer à cette école. Donc tu vois, c'est encore une fois, moi j'avais pas un plan, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je voulais être garde forestier. Alors tu vois, quand j'étais enfant, je voulais être garde forestier, éthologue. Enfin, je voulais dans la nature. Et tu vois, quand je fais cette école d'ingénieur, c'est une promo de 200 élèves et on est 13 filles. Donc c'est une histoire de temps. Aujourd'hui, elles sont plus nombreuses et j'espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses. Mais si tu veux, ça arrive un peu. On n'est pas nombreuses. Donc ma génération de femmes, on n'est pas nombreuses dans certains métiers techniques parce que l'éducation a fait. Et moi je dis toutes les jeunes filles, les métiers techniques de temps en temps, on se dit est-ce que je vais y aller, etc. Moi je discute énormément et toutes les équipes on essaie de discuter. C'est juste génial. C'est pas que de la maths abstraite, etc. Je vous raconte ce que je fais, ça a pas grand chose à voir. Donc si tu veux, donc moi quand je rentre dans le monde professionnel, dans des métiers techniques, tu sais à un moment j'étais directeur d'usine par exemple. On est un peu les premières générations, des premières femmes qui vont être directeurs d'usine. Et l'ensemble des équipes, elles ont toujours eu des hommes, directeurs d'usine, et c'est pas, si tu veux, j'ai jamais rencontré de vraie hostilité parce que j'ai la chance d'abord d'être chez L'Oréal, qui est un groupe qui s'est profondément, volontairement engagé pour qu'il y ait des femmes qui atteignent des jobs importants. Mais toutes les diversités, by the way, pas que les femmes. Mais là, tu me poses la question sur les femmes, donc j'ai été entourée de, on va dire, patrons volontaires. Bon, pas toujours c'est pas encore toujours le cas, ou à l'époque c'était pas toujours le cas. Donc des hostilités nettes, non. Sentir que j'étais une femme, que c'était différent, on me le répétait tout le temps. Il y a qu'à moi que ça, si tu veux, moi je me posais pas la question, mais tout le monde me le disait tout le temps. Je vais te raconter mon premier jour toute seule comme directrice d'usine. J'arrive à l'usine, elle est à Rambouillet, près de Paris. C'est une grande usine qui fabrique des shampoings, des après-shampoings avec des lignes de conditionnement, des grandes cuves de fabrication, toute la qualité, la sécurité, les laboratoires de contrôle qualité. J'étais dans mes petits souliers. T'imagines, j'ai 30 ans, je vais diriger plusieurs centaines de personnes, j'ai tout à apprendre, j'en suis consciente. Et en plus, les jobs que j'ai fait avant, c'est ce que je te racontais, c'était pas le parcours classique pour être directeur d'usine. Bon. Donc j'arrive. Et là, devant ma porte de bureau, il y a un certain nombre de collaborateurs et de délégués qui sont mais pas contents. Okay. Je vois bien, ils sont pas contents. Je sais pas pourquoi. La meute de collaborateurs pas contents. Donc, tu vois, moi je mesure à peine 1m60. Ouais. C'était ton premier jour. C'était mon premier jour seul. Avant, j'étais avec mon prédécesseur. Oui, okay, et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, donc j'ouvre la porte de mon bureau, je sers un café, du thé, enfin, ce que je ferais à la maison, si tu veux. Et à un moment, je comprenais. Il me disait, ça va pas. Hein. Je me disais, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, c'est pas possible parce que vous êtes une femme. Eux m'ont dit ça. Et c'était incroyable, si tu veux. Mais il disait quelque chose. Encore une fois, il l'avait pas vu, il pensait que ça allait être compliqué, etc. Et je leur ai dit, écoutez, intérieurement,
J'étais hyper stressée, c'était impressionnant, puis c'était un choc, si tu veux, de recevoir cette phrase. Et moi, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit, écoutez, c'est comme ça, je suis une femme, ça je peux vraiment rien y faire. 2, j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous, ça c'est certain. 3, j'ai été nommée, donc et on va essayer de le faire. Et puis si dans 6 mois ou dans 1 an on a un vrai problème, on fera le constat tous ensemble. Alors là, je le raconte avec beaucoup de calme, j'étais vraiment stressée, je la racontais pas comme ça. Je leur ai dit en revanche, il y a qu'une chose, parce que ça s'était un peu emballé. J'ai dit moi, effectivement, le fait d'être une femme, j'ai pas envie de gros mots quoi. Et on se calme, etc. Donc j'ai toujours eu un dialogue social par ailleurs, et les choses se sont bien passées. Ça a été dur, voilà. Ça a été dur ce métier, mais pas parce que j'étais une femme. Et dans plein d'autres réunions, tu vois, j'ai fait un dîner la semaine dernière, j'avais des financiers, t'es la seule femme. Mais c'est de plus en plus rare. Chez L'Oréal, c'est vraiment devenu quelque chose de... Moi, les grandes patronnes de la tech et de l'intelligence artificielle sont des femmes, des grandes patronnes de laboratoire sont des femmes, des grandes patronnes de direction industrielle sont des femmes, autant que des patronnes de marque. Voilà. Donc, et il y en a de plus en plus dans pas mal de boîtes et dans le monde politique. Donc, c'est de plus en plus. La seule chose, si tu veux, c'est que tu te retrouves encore souvent en minorité où on te dit à toi que t'es une femme. Par exemple, la question que tu viens de me poser. C'est exactement ça, quoi. Je suis en train de penser. T'allais pas la poser à un homme. Ouais. Si tu veux, moi, je suis avec des journalistes. Je viens de parler de L'Oréal comme directrice générale adjointe, comme patronne de la recherche, comme patronne de la tech. J'ai plein de projets à leur raconter, etc. Ils me demandent ma beauty routine du matin, si tu veux. Voilà. Tu vois, ou ces questions-là. Moi, j'entends encore aujourd'hui, si tu veux, des gens en disant ouais, elle a un management un peu maternaliste. Alors, on dit paternaliste pour des hommes, enfin de moins en moins, ou on dit on va mettre 2 nanas dans ces 2 jobs, ça va se tirer la bourre. Ben non. Donc tu vois, c'est plutôt ces choses-là. Après, moi j'ai toujours trouvé que c'est comme dans mes équipes, si tu veux, moi j'ai des gens qui sont super différents les uns des autres, ils viennent de plein de pays, de plein de cultures différentes, ils ont des parcours, des expériences, des milieux familiaux qui sont différents. Si tu crées l'espace pour que se sentent égaux, c'est ça qui est important. Heureusement qu'il y a cette diversité, parce que sinon, on penserait d'une manière, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc, être une femme, c'est amener ta perspective. Moi, quand j'étais patronne d'usine, je vais reprendre ça, ou dans d'autres jobs où je suis avec beaucoup d'hommes, etc., j'ai jamais changé, par exemple, physiquement qui j'étais. Et pourtant, j'ai des femmes qui m'avaient dit de le faire. Maquille-toi moins, mets moins de jupe, tu vois, bah non, c'est moi, quoi. Je me rappelle aussi de femmes qui m'ont dit on était choqués parce que dans la réunion là t'as servi le café. Bah, je leur ai dit chez moi je sers le café. Donc laissez-moi être moi, quoi. Laissez-moi être moi. Et c'est vrai que c'est ça, mais ce qu'il faut que les jeunes femmes, toi, qui font leurs études en ce moment, qui sont au collège, qui sont au lycée, qui démarrent leur parcours, comprennent, etc. D'abord, elles sont dans un monde du travail qui a envie d'elles. Beaucoup plus dans beaucoup d'endroits. Pas partout, il y a encore des machos, il y a encore voilà. Mais on a envie d'elles, vraiment, parce que on sait aujourd'hui qu'un monde qui pense que d'une manière, ça va pas le faire. Elles ont une différence à apporter, et je n'ai jamais vu de ma vie, ça fait 33 ans que je travaille. Et comme tu l'as compris, je travaille dans plein de métiers différents, je rencontre des tonnes de gens fantastiques chez L'Oréal, fantastiques à l'extérieur. Il y a autant de cons que de connes. Il y a autant de gens qui sont intelligents que intelligentes. C'est pas déterminé par le genre, c'est déterminé par qui tu es, qui t'as envie d'être. Et ça, c'est la chose la plus compliquée, parce que c'est un truc, t'es pas aussi déterminé quand tu démarres. Tu vois, ça se construit. Moi, la femme que je suis aujourd'hui, elle a rien à voir avec la petite jeune fille qui rentre chez L'Oréal il y a 33 ans. C'est des parcours, c'est des rencontres, etc. Mais le genre, homme-femme, oui, je l'ai senti dans mes études. Oui, je l'ai senti dans ma vie professionnelle. J'ai toujours considéré que j'ai été privilégiée. Et puis, chaque fois que je l'ai pas été, il y a des pays aussi où on me traitait pas de la même manière, où on me disait surtout prends un traducteur homme, parce que je parlais pas la langue. Oui. Hein? Donc, tu vois, ce genre de choses, quand même un peu mignon, ou des choses comme ça, ou bien ça va les filles. Hein, tu vois, il y a des milliards de choses qui ne sont pas des agressions volontaires, etc. Bon. Mais ça n'a jamais été un blocage pour moi, et j'ai même envie de te dire ça a été un moteur, parce que moi je me dis, j'ai 56 ans, ça fait 33 ans que je bosse, assez rapidement j'ai eu la chance d'avoir ces jobs, et beaucoup de jeunes femmes, des étudiantes, etc.,
parce que je le faisais, me disait alors je peux le faire. Et je me suis toujours sentie cette petite responsabilité. Moi, je vais avoir un impact limité. Mais tu vois, c'est ça. Et alors, du coup, ça te raconte bien si, ça fait très sens. Tu m'as dit ça fait 33 ans que tu es chez L'Oréal, donc tu étais chez L'Oréal, j'étais même pas conçu ni dans le ventre de ma mère, c'est fou. On est bien. C'est la seule entreprise dans laquelle tu as travaillé de toute ta vie? Oui, monsieur. Fidélité 100%. T'as jamais eu envie de changer? Si, bien sûr. Oh là là, bien sûr. Je suis juste normale, hein. Okay. Comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai eu des propositions à l'extérieur. Il y a des moments, j'ai adoré ce que je faisais. Il y a des moments où je me posais des questions. T'as déjà eu des propositions à l'extérieur qui étaient financièrement plus intéressantes que ce que t'avais à L'Oréal, mais t'es quand même resté à L'Oréal par loyauté ou perspective d'évolution? Oui, bien sûr. Tu sais, alors, juste pour te dire, alors, je vais répondre à la deuxième question, c'est moi. Oui, j'ai eu des propositions à l'extérieur où j'étais mieux payée. C'est pas ça qui a été déterminant très jeune. Et tout parce que tout le monde va dire oui, mais avec ce qu'elle gagne aujourd'hui, etc. Et c'est vrai que j'aime bien ma vie, mais non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et appris très vite. L'entreprise dans laquelle tu es, les valeurs qu'elle a, vraiment profondes, la façon dont elle nous traite, dont elle nous forme, dont elle nous fait des propositions de jobs différents. T'imagines les jobs différents que j'ai eu en 33 ans. Tu dis, t'es resté 33 ans. Ben oui, j'ai fait des choses si différentes. Mais j'ai toujours eu des propositions extérieures où j'ai toujours regardé comme un être normal. Et d'ailleurs, je conseille souvent à des gens qui viennent me voir en me disant va faire les entretiens, regarde, parce que il faut savoir pourquoi on reste. Il faut que ça soit un acte volontaire. Moi, t'as déjà fait des entretiens pour d'autres boîtes et quelquefois, oui, mais pas depuis longtemps, mais quelquefois, oui, bien sûr, j'ai été regardée, mais comme tout le monde. Et à chaque fois, je me suis dit, je suis bien là où je suis. Je suis bien là, et j'ai vraiment des choses à faire, j'ai envie d'impacter. Et surtout, je vais te dire, et quelques fois où il y a un truc qui me plaisait pas, etc. J'ai un patron à qui je l'ai dit. Okay. À qui j'ai dit. Je pense que c'est hyper important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Ouais. Mais là, j'ai eu moi la chance vraiment d'avoir des patrons. J'ai eu que des hommes comme patrons. Et tu penses que du coup, une personne qui se sent mal dans son travail, elle devrait de toute façon le communiquer à son supérieur, et si son supérieur lui dit t'es stupide, c'est n'importe quoi, ou supporte, la personne devrait partir? Écoute, en tous les cas, s'il y a un truc qui te plaît pas, il faut absolument. Tu peux en parler à ton patron, tu peux en parler aux ressources humaines, tu peux en parler à tes collègues, tu peux en parler aux délégués. Ça dépend vraiment du sujet. Mais moi, tu vois, ce qui me plaisait pas, c'est je trouvais qu'on devait changer ci, qu'on aurait dû faire ça. Enfin voilà, j'imagine bien. Et j'en ai à chaque fois, je pense à chaque fois, mais je pense à une fois en particulier, parler à mon patron, qui m'a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, quelquefois, j'ai raconté des choses et il m'a expliqué que je raisonnais comme une patate. Hein. Donc, quelquefois, voilà. Donc, il faut aussi accepter qu'on se trompe. Il faut avoir. Mais par contre, il faut le dialoguer parce que sinon, cette honnêteté. Hein. Ouais, tu te frustres, etc. Il faut donc que c'est ce dialogue. Et lui m'a dit, écoute, t'as raison. Je trouve aussi, parce qu'il est quand même smart, hein, un patron qui te dit ça. Et il dit, mais tu vois, si tu t'en vas, comment on va le régler? Puisqu'on a ce problème, occupe-t'en. Parce que si des gens qui, comme toi, ont envie que ça se modifie, s'en vont, ça va jamais se modifier. Et j'ai trouvé, alors ça me paraît très simple, hein, mais sur le coup, ça m'a vraiment tilté, etc. Donc moi, je suis restée chez L'Oréal depuis pendant 33 ans déjà. Pas en me disant le jour 1, je vais faire toute ma carrière chez L'Oréal, pas du tout. Et tu vois, c'était pas du tout quelque chose de réfléchi. Ça s'est passé comme ça. Mais comme tout être humain, oui, j'ai regardé des choses à l'extérieur. J'ai la chance de rencontrer des tonnes d'entreprises tout au long de ma carrière, des tonnes, voilà. Donc, des propositions, j'en ai vues, ou si je les avais sollicitées. Mais j'ai toujours eu beaucoup plus de satisfaction dans ce que j'avais à réaliser à l'intérieur de L'Oréal. Puis L'Oréal, c'est une boîte qui a grandi pendant ces 33 années encore, qui va encore grandir. Tellement de choses à faire, tu t'ennuies pas, tu sais. Et alors, du coup, toi, tu te vois encore continuer longtemps chez L'Oréal. Est-ce que toi, tu te vois travailler jusqu'à la fin de ta vie ou avoir des activités jusqu'à la fin de ta vie? Ou est-ce que tu te dis, dans 5-10 ans, non, je vais prendre ma retraite? Alors, d'abord, je n'ai jamais de ma vie planifié ma vie. Ok. Tu vois, je suis pas du tout. Il y a des gens qui savent, et je pense que ça serait pas mal que de temps en temps ça me calmerait, etc. Comme j'ai quand même un peu de maintenant, j'ai 56 ans, je peux regarder un petit peu en arrière. Je crois que
très clairement, 100% de ce que j'ai planifié, très précisément, ne s'est jamais déroulé. Ouais, Voilà. ouais, c'est tellement de choses en un an. Je pensais pas me marier, je suis mariée, je pensais pas rester toute ma vie chez L'Oréal, je pensais pas faire ce type de job. Donc si tu veux, en revanche, la vie a fait que des rencontres, des envies, mon ambition de faire des choses, et à nouveau beaucoup de rencontres m'ont offert des opportunités. Donc si tu veux, maintenant je m'en suis absolument fait une raison. Je sais un peu mieux ce que je veux pas. Tu vois, je sais un peu mieux, parce qu'au fur et à mesure, tu sais encore mieux ce que je veux pas ou ce pourquoi je suis vraiment pas faite. Mais pour ça, il faut tester plein de choses. Mais voilà, mais tu vois, ça m'a permis de découvrir, etc. Donc j'ai une immense confiance dans l'avenir. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que j'aurai pas des déceptions, mais j'ai confiance en moi dans l'avenir. Quant à répondre à la deuxième partie de ta question, qui est est-ce que tu vas rester une femme active ou est-ce que tu vas être très comme tu peux le voir, je suis pas une femme très calme. Ouais. Donc, non, mais parce que le début de parole depuis le début du tournage, il est phénoménal. Ah bon, non mais j'espère pas trop, mais non, et je ferai plein de choses, mais tout me passionne. Si tu veux, je peux me passionner. C'est la quantité de thé qu'on a dit. Tu vois, je peux imaginer évidemment toujours bosser sur certaines choses, accompagner des équipes, accompagner des individus, comme devenir une spécialiste des champignons. Mais tout me passionne moi, donc en tous les cas, je serai active. Ok, incroyable. Alors une dernière chose pour apprendre à mieux te connaître, tu as ramené ton objet fétiche. Est-ce que tu l'as avec toi? J'ai amené mon objet fétiche. Je l'ai amené avec moi. Regarde, il est dans ma poche. Incroyable. Normalement, il est dans mon sac à main. Il est tout petit. Il est toujours avec moi. Okay. Là, quel que soit le sac, etc. Tu vois, c'est ce rouge à lèvres. Okay. Est-ce que je peux toucher? Bien sûr, vas-y, tu verras. Il y a un capuchon à aimant. Je te dis, sur la teinte, c'est la teinte 302. C'est comme ça, ok. Et pourquoi c'est mon objet tu m'as dit, il faut que tu ramènes un objet très personnel. Alors lui, il est très personnel et il est vraiment avec moi tous les jours, le week-end. Depuis combien de temps? Je suis sûr qu'il le garde juste pour toi, ce produit. Ah, pas du tout. Il a un grand succès. Alors là, c'est le Valentino en ce moment, mais tu sais, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de marques, donc ça pouvait être une teinte proche de Yves Saint Laurent ou de Lancôme auparavant. D'abord parce qu'il me rend forte, cette couleur-là, que j'adore, etc. Elle est un peu ma signature. Quand j'ai envie d'être bien, elle me plaît à moi. Je me plais avec cette couleur, et puis je sais quand je me présente aux autres, voilà, j'ai ce rouge à lèvres, et, parce qu'il dit que je suis une femme aussi. Même s'il y a des hommes qui se mettent du rouge à lèvres, mais si tu veux, ça rejoint tes questions. Moi, j'ai toujours aimé la féminité, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis parce que, quand je regarde cet objet, et c'est vrai, je vois nos équipes, c'est-à-dire que je vois nos labos, je vois l'incroyable formule qu'ils ont faite, je vois nos équipes de design et de la marque qui ont travaillé. Il doit y avoir un peu de détails que nous, on voit pas. Moi, je connais comment ils ont... Ou comment ils ont pensé, est-ce qu'ils vont mettre des petites pointes ou pas des petites pointes? C'est les petites pointes de la marque Valentino, tu le vois sur leurs chaussures, etc. Donc, tu vois, je peux voir toute la genèse ou toute la machine qui est derrière, comment les usines vont le fabriquer, comment ça a été distribué, comment le marketing va préparer les pubs. En vrai, je suis sûr que tu pourrais discuter 1 heure de comment il a été fait, la grave... Donc voilà. Donc lui, il est vraiment un objet très personnel, et il a cette fabuleuse magie d'abord de me sentir belle, mais il a cette fabuleuse magie de rassembler mon moi personnel et mon moi professionnel. Incroyable. Merci beaucoup. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va discuter un peu maintenant plus en détail de quelle est ta vision exactement et de comment est-ce que tu peux aider à motiver les jeunes femmes à entreprendre la carrière de leurs rêves. Premier conseil que tu pourrais donner, tu es numéro 2 de L'Oréal. Comment on fait pour être recruté chez L'Oréal? Est-ce qu'il faut juste le diplôme ou est-ce qu'il y a autre chose qui est regardé? Écoute, tu sais, chez L'Oréal, comme dans beaucoup d'autres entreprises, d'abord, on a la chance de recevoir beaucoup de candidatures. D'abord, il y a ta formation, par définition, quel que soit le type de job, que ça soit une beauty advisor, maquilleuse pour une de nos marques, que ce soit un ingénieur dans une usine, que ce soit quelqu'un qui fasse du marketing ou de la communication, voilà. Donc, ça dépend quand même de ce que tu as comme expertise et comme expérience, parce que tu sors d'école ou tu as déjà un peu d'expérience, mais tu sors d'école. Après, tu vas envoyer ton CV. Faut déjà qu'il tienne un peu la route. Quelquefois, on reçoit des CV, ils sont pas clairs, on n'a pas les bonnes informations, donc voilà, parce que ça nous permet quand même de regarder. Et puis après, tu vas avoir un entretien. Si tu corresponds au profil, imagine-toi, tu corresponds au profil qu'on recherche. On voit un influenceur, on va te rencontrer. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Ton diplôme va nous intéresser par définition parce qu'on va comprendre que tu as une maîtrise du sujet dont on a envie de bosser. Mais après, c'est toi qui va nous intéresser.
Ce qui va nous intéresser, c'est qui tu es, quelle est ta personnalité, quelle est ton histoire, quelles sont tes envies. Voilà. Donc, c'est compliqué. Dans les premiers entretiens, c'est très, très compliqué parce qu'on essaye d'être parfait. Moi, je crois qu'il y a des espèces de guides à l'entretien, comment réussir son entretien, son machin, etc. Ça me fait peur, moi, hein, parce que à ce moment-là, on va jouer un personnage, etc. Et on peut être embauché dans une boîte qui nous correspond pas très bien. Voilà. Donc, faut arrêter de vouloir être parfait. Si je peux me permettre, quand on dit, alors moi c'est des questions que je pose pas, mais de temps en temps on dit, alors c'est quoi vos points d'amélioration, etc. Je suis perfectionniste. Donc c'est bon, la réponse on l'a eu 2 550 000 fois. Donc tout ça, faut un petit. Non mais je le cite parce que un peu. Ce qui nous intéresse, c'est l'individu, c'est son histoire, avec pas que des choses parfaites, parce que nous, on n'est pas parfait, on sait qu'on n'est pas parfait, et au contraire, ce qui va nous intéresser, c'est le parcours, ça n'a pas été fastoche, voilà ce qui se passe, voilà comment j'ai voulu, voilà ce que j'ai fait en sport, voilà ce que j'ai fait en, tu vois, n'importe quoi, c'est ça qui va nous intéresser, c'est vraiment ça. C'est intéressant parce qu'en fait, finalement, il y a un parallèle intéressant, c'est un peu vraiment comme une relation que tu pourrais avoir avec quelqu'un, dans le sens où, dans une relation, t'as pas besoin d'être parfait. On n'attend pas que tu sois parfait, on attend que tu sois toi-même et qu'en fait, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans une relation, peu importe le type de relation, il y a un certain échange de valeurs, on retire quelque chose de l'interaction qu'on va avoir avec la personne. T'as tout à fait raison. Et c'est vraiment des échanges de valeurs. Est-ce qu'on est sur les mêmes valeurs? Et il y a des gens qui se correspondent et des gens qui se correspondent pas. Voilà. La boîte te correspond, la boîte te correspond pas. Moi, le conseil que je peux donner pour réussir un entretien, c'est d'aller dans une entreprise où on s'est quand même renseigné avant. Tu vois, quelquefois, je suis frappée chez des jeunes, c'est un peu tout azimut, etc. Et tu leur dis, pourquoi L'Oréal ou pourquoi telle boîte? Il n'y a pas beaucoup de choses. Et surtout, vis-à-vis de nous, c'est déjà un peu étonnant, etc. Mais je peux un peu comprendre. Mais il faut que vous regardiez un tout petit peu. Et ça peut être une boulangerie, une PME, un grand groupe. C'est pas ça mon sujet. C'est, est-ce que la boîte que je rejoins, quand elle parle d'elle-même, quand elle se vit, est-ce que je connais quelqu'un que je pourrais interroger qui bosse dedans, etc. Mais quand elle se décrit dans ses valeurs, etc., ça correspond à mes valeurs. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, t'es resté 33 ans chez L'Oréal. Ouais, parce que vraiment, ça embrasse mes valeurs. C'est une boîte qui est très ambitieuse pour ses marques, qui est très humble dans sa façon de... On vient pas frimer, on vient pas faire du show-off, se montrer. Voilà, c'est pas du tout la culture de la famille qui nous a fondés. C'est une boîte qui est très sincèrement impliquée dans la diversité et le développement durable. Vraiment très sincèrement. Et je peux te dire, vous n'avez jamais vu L'Oréal communiquer combien de dizaines, centaines de millions d'euros on met dans ces transformations pour le changement climatique, parce qu'on considère qu'en étant un leader, c'est notre devoir. Donc tu vois, ce que je veux juste dire, c'est à quelqu'un de jeune, essayez de vous renseigner sur la boîte, c'est quoi ses valeurs, comment parle le patron de cette boîte, comment parlent les employés de cette boîte, parce que attends, il y a les réseaux sociaux, il y a Glassdoor, on peut tout lire. Donc vous avez des choses que nous on n'avait pas, si tu veux. Hein. Donc regardez. Si ça vous appelle, s'il y a quelque chose qui se passe, ça c'est chouette. Et on a tous des paramétrages, des valeurs, des envies qui sont différentes. C'est quand même ça aussi qui est important. Il faut se renseigner sur la boîte avant, quoi. D'accord. Est-ce que toi, il y a une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours? Qui, comment, quoi, pourquoi? Écoute, j'ai eu, en tous les cas, une personne qui a été un déclic. J'ai eu beaucoup d'inspiration. Les patrons que j'ai eus, les collègues que j'ai eus, les équipes que j'ai managées ont été vraiment et là je suis sincère, pas pour dire que, c'est vraiment des sources d'inspiration. Ils m'ont appris, ils m'ont montré, j'ai essayé de décoder leur comportement, ils m'ont attiré vers des choses. Bon, donc j'ai eu beaucoup. Mais j'ai eu un déclic. Okay. Quand je t'ai raconté, quand j'ai démarré mon travail, j'étais acheteur. Donc j'étais dans mon petit bureau à Aulnay-sous-Bois, en train d'acheter mes différents emballages, de rencontrer mes fournisseurs, etc. Et moi, je suis sortie de mon diplôme d'ingénieur en 1991. Okay. Par rapport à ton audience, ça va quand même sembler de la préhistoire du Moyen-Âge, mais non. Et dans ces années-là, pour une jeune femme comme moi, le modèle qu'on nous donnait, c'était un peu ces femmes des années 80 avec des épaulettes, assez masculines. Okay. Et au fond, tu sais, il y avait un peu, si tu regardes les films d'ailleurs de ces années-là, tu vois, elles sont un peu comme tu faisais tout à l'heure. Voilà, c'était des femmes très masculine d'une certaine manière, ou en tous les cas qui essaie de mimiquer les gestes des hommes, qui étaient dans cette win-là et tout. Et moi, je m'y retrouvais pas. J'arrivais pas bien à m'identifier. Je voyais bien que c'était pas moi. C'est pas du tout que j'ai pas de la volonté, de l'autorité. C'est pas ça le sujet. Mais tu vois, ça ne me correspondait pas.
Donc je me disais à ce moment-là que ok, je ferais du boulot, mais je n'aurais pas une grande carrière parce que si c'était ça qu'on attendait de moi, c'était trop loin de ce que ma famille, qui j'étais, voilà. Et puis dans les fournisseurs que j'avais, j'ai rencontré un de nos grands fournisseurs, un des plus grands fournisseurs de ce que je devais acheter, de capsules, de flacons en plastique, etc., qui était dirigé par une femme. Elle s'appelle Alix. Elle est devenue mon amie depuis. Mais à l'époque, Alix, elle est un peu plus âgée que moi et elle était la dirigeante de cette entreprise. Donc, elle avait plusieurs usines de fabrication d'emballage en France. Donc, t'imagines, quand je vois son nom et quand j'ai le rendez-vous, je m'attends à cette femme des années 80 avec des épaulettes. Et j'ai en face de moi une femme, tellement féminine, tellement normale. Elle est normale, elle est maquillée, elle porte des, ça va te paraître rien, mais elle porte une jupe, des hauts talons. À ce moment, c'est des cottes de pantalon, etc. Et elle, très vite, dans la conversation, pas du tout, parce que elle devait faire un truc pour ses enfants, donc elle m'expliquait des enfants. Donc je me dis, ah bon, tu peux être chef d'entreprise, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une vie de femme normale, etc. Puis j'ai travaillé avec elle, parce que elle était un de nos fournisseurs, j'ai été avec elle dans les usines. J'ai vu son humanité, j'ai vu sa féminité, la sienne, hein, et j'en ai une différente, mais j'ai vu sa féminité normale et exprimée dans un monde pourtant qui était exigeant de direction, etc., etc. Et elle a été un déclic très important. Je l'ai vu et je me suis dit, alors c'est possible. Ok. À ce moment-là, tu te dis, en fait, parce que du coup, finalement, en toi, t'avais un peu cette envie d'ambition, mais tu t'étais un peu stoppé. Comme tout le monde, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de voir plus grand, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie d'impacter, etc. Hein, tu vois. Alors, pas du tout pour le job que je fais aujourd'hui. Je me suis jamais dit que j'irais là. Mais tu vois, je voulais un petit peu. Mais je me disais peut-être que je corresponds pas. Donc, elle a été un déclic. Et je l'ai pas dit. Après, on a continué à travailler ensemble pendant des années, etc. Et puis, longtemps après, peut-être 10 ans après, quand j'ai eu, je ne sais plus quelle, tu vois, on m'a donné une responsabilité formidable et elle m'a envoyé un message en me disant, je suis tellement fière pour toi. Et c'est là où je l'ai vue et je lui ai dit, écoute, maintenant il faut que je te raconte quelque chose qui va te paraître. Et elle ne l'avait même pas senti, elle était elle-même. Mais tu vois, de pouvoir voir des femmes qui étaient déjà elles-mêmes, voilà, c'était très libératoire pour la jeune femme que j'étais. Alors j'ai vu sur ton LinkedIn, parce que j'ai fait un petit peu de recherche, tu n'es pas la seule à avoir investi sur moi. Ton mot préféré, t'as pas vraiment de citation préférée, ton mot préféré c'est oser. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'oser? Et est-ce que tu as un exemple, toi, de moment où tu as osé dans ta carrière et où ça t'a permis de casser un plafond de verre, par exemple? Oser, oui, c'est un mot que j'adore. Oser, l'audace, rêver. C'est le conseil que tu donnerais aux jeunes femmes pour entreprendre la carrière. Alors, faut pas que ça soit écrasant, tu vois, parce que, mais tu vois, parce qu'il y a un peu, allez, rêver grand, rêver, c'est pas ça. C'est vraiment la chose la plus fantastique. Quand tu te l'autorises, même si on t'a dit le contraire dans ta famille, qu'on t'a dit le contraire, tes profs. J'ai osé changer de job. Tu vois, j'ai osé être directeur d'usine, je te le disais, parmi ces femmes qu'on nommait à l'époque, alors que j'avais pas un parcours industriel. J'ai osé sortir du métier d'ingénieur et j'ai osé aller vers des métiers de commerce pur. Parce que L'Oréal m'a offert cette chance-là. J'ai osé prendre position. J'ai osé me prendre des coups, de faire des erreurs. Et puis plus t'avances, plus tu apprends des choses. J'ai osé avoir un enfant alors que je prenais une responsabilité. Ça te paraît des choses simples, mais tu vois, c'est juste de te dire, allez, je me fais suffisamment confiance. Bien sûr, je vais faire des erreurs. Bien sûr, je vais avoir des challenges. Bien sûr, il y a des trucs qui n'ont pas marché, etc. Mais j'ose. Parce que c'est quand même là où on s'amuse le plus. On s'éclate le plus, on se développe le plus, et où le champ des... tu vois, il y a des gens qui s'auto-limitent dès le départ. Parce que effectivement, s'il y a la notion d'oser, ça veut dire que dès le départ, il y a une peur ou un frein, que ce soit personnel ou extérieur. Toi, c'était quoi les freins personnels ou extérieurs que tu avais? Moi, j'avais plein de freins, parce que je connaissais rien. Je connaissais pas le monde de l'entreprise, ma famille vient pas du monde de l'entreprise, tu vois. Ta famille, elle faisait quoi d'ailleurs? Ma mère est, tu vois, dans l'histoire de l'art et mon père dans la médecine et mon frère est journaliste. C'est l'histoire de l'art et l'art en général. Absolument, absolument, tu vois. Donc eux, l'entreprise, tu vois, c'était pas notre milieu, donc je connaissais pas grand chose, etc. Et donc tu disais, je vais avoir l'air d'une quiche, je vais me tromper. Non, je me suis dit, c'est chouette, d'abord je vais faire un truc différent de ce que fait ma famille. Je vais oser. J'avais plein d'autocensure, entre guillemets, si je peux dire, en me disant, je peux pas rêver des grands jobs parce que je suis une femme. Je peux pas rêver d'aller faire ce type de métier parce que j'ai pas les compétences. Et puis au fond, tu oses essayer. Voilà, t'oses essayer. Et tu le fais une première fois et tu dis, ah tiens, ça marche. Ou tu te prends un coup et tu te dis, tiens, tu sais quoi, c'est pas mortel. Bien vu. J'ai appris, c'est pas sympa sur le coup, c'est pas mortel, voilà. Donc c'est oser et c'est
t'entourer. T'as pas obligé de t'entourer de 250 personnes, etc. Faut que t'aies autour de toi 1, 2, 3 personnes à qui tu peux aller raconter quand t'es hyper joyeux que t'as réussi des trucs. Autant que quand tu les as vraiment viandés, que c'était pas bien. Et chez qui tu vas pouvoir aller rechercher de l'énergie, du conseil, du support, et qui va tout le temps te dire, tu sais quoi, c'est pas grave, vas-y, t'as ça qui est bien, t'as cette force-là. Voilà. Donc c'est vraiment oser. Ok. Et alors pour les rencontres ou les mentors, c'est quelque chose que toi tu cherches activement? Oui. Ok. Donc, que j'ai cherché vraiment activement. Alors... Ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent des choses, et elles se disent bon bah ça arrivera quand ça arrivera, ou je sais pas. J'ai eu la chance d'en rencontrer et qu'ils aient eu assez de gentillesse, de m'accorder un peu de temps. Alors je te dis pas que je passais des heures et des heures avec, tu vois, un peu de temps. Ce que aujourd'hui vraiment, ce à quoi je suis hyper attentif, toi, dans mon job, c'est moi je fais pas des entretiens d'une demi-heure. Voilà. Je rentre avec une personne, moi on m'a offert ce temps-là, je vais offrir ce temps-là. Donc j'ai eu la chance de rencontrer au boulot, et quand je dis au boulot c'est chez L'Oréal, mais dans les différentes sociétés avec qui on bossait, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit les différents providers de services autour de nous, voilà, dans des dîners, dans des... Hein. Donc ça c'était vraiment des rencontres comme ça. Et puis quand j'ai vu des gens qui étaient intéressants, qui m'inspiraient, j'ai essayé de passer du temps avec eux, sans être trop collante, hein, mais voilà, de passer du temps avec eux, et je leur ai dit, est-ce que j'ai envie de discuter de ça, est-ce qu'on peut trouver un moment pour le faire? Et dans la plupart des cas, les gens m'ont donné ce temps-là. Et après, j'ai pas eu que des patrons que j'ai adorés, il faut pas raconter n'importe quoi, mais soit directement, soit autour de moi, il y avait des gens qui avaient des responsabilités, des hommes, des femmes, hein, qui ont eu la gentillesse de passer du temps avec moi. Ou une autre chose, tu passes beaucoup de temps dans des réunions où toi t'as une partie, mais il y a l'autre demi-heure ou l'autre heure, c'est pas ta partie. Ouais. Tu peux faire 2 choses, hein. Tu peux penser à ta liste de courses dans ta tête, tu peux taper sur ton truc, etc. Moi, je suis plutôt à l'écoute parce que ça me permet de les regarder, ce qu'ils racontent, évidemment, mais aussi comment ils se posturent. Moi, j'ai beaucoup appris en observant. Comment les gens se posturent, comment ils ont de l'autorité. On a toujours l'impression, c'est un peu ce que tu faisais tout à l'heure, tu sais, quand tu dis l'autorité, alors voilà, tu t'es tout de suite dressé comme ça, etc. Moi, j'ai observé beaucoup d'hommes qui étaient dans des autorités très calmes, aussi calmes que je ne sais pas être, mais tu vois, qui parlaient comme ça, et qui imposaient un immense silence, puis qui disaient non. Point. Et là, d'un seul coup, je me dis, ah oui, tu peux exercer ton autorité comme ça, ou bien, il est coincé, comment il va s'en sortir? Donc, l'observation m'a vraiment, et c'est merveilleux, c'était des gens plus élaborés, qui avaient déjà des carrières. Donc, observer, décoder, c'est assez passionnant. Naturellement, je me dis, pour une entreprise, si tu as des gens qui sont dans une réunion et que la personne, elle a fini sa partie dans la réunion, je me dis naturellement, bon bah, autant qu'elle parte de la réunion et qu'elle aille continuer ses tâches du quotidien, puisque bon bah, elle est là en train de passer du temps qui n'apporte rien dans son travail ou pour l'entreprise. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que du coup, tu viens de me dire l'inverse en mode non, sûr. Mais du coup, donc, toi, l'entreprise, un individu dans une entreprise, c'est une série de tâches très précises, c'est tout. Et donc, s'il fait la tâche, ça s'arrête. C'est pas ça l'entreprise. T'as bien sûr des tâches à faire. Moi, j'ai des tâches tous les jours à faire. Tout le monde a des tâches à faire. Voilà. Mais une entreprise, il faut faire ses tâches, mais par ailleurs, ces tâches, tu les fais pas tout seul. T'es pas uniquement à faire que ça. C'est l'interaction avec les autres qui sont autour de ce que toi, tu dois faire, des réflexions qu'il y a autour. Parce que même si t'as fini ta partie à présenter, l'autre partie, elle est à côté de toi, ce serait quand même intéressant que tu exprimes ton point de vue. Oui, c'est vrai que donc tu lèves la main en disant, attends, j'entends ce que vous dites, mais ça va être compliqué parce qu'il faut que je vous donne ma perspective, je vois pas comment on va faire. Ou bien, les gens ont pas envie de ça. Ou bien, tiens, j'ai une idée géniale. Vous voulez faire ça, voilà ce qu'on peut faire. Une entreprise, c'est pas une succès. On n'est pas des fourmis, hein. Et encore, les fourmis sont des êtres hyper très évolués. Organisés, voilà. Et ce que je veux dire, c'est, tu vois, il y a une idée, c'est marrant que tu me poses la question comme ça. Je trouve ça atroce, je trouve ça formidable que tu me la poses, mais je trouve ça atroce comme idée de se dire, bah, t'as fini de faire ton truc, tu sors. Après, bien évidemment, si t'as une réunion qui dure toute une journée et que les sujets qui vont être abordés dans une partie n'a rien à voir avec toi, évidemment que tu vas sortir, mais même toi, parce que sinon, là, t'as vraiment aucune valeur ajoutée.
on fait perdre du temps aux collaborateurs. Donc, tu vois. Les différents secteurs, les différents départements aussi, parce que j'imagine que, ok, s'il y a le département vente qui fait ça, mais après le département customer success, si ça suit pas, etc. Donc, tu vois, et si tu fais que des tâches, alors là, on y arrivera jamais. C'est bien parce qu'on débat. Regarde ce qu'on est en train de faire. On n'est pas d'accord, mais c'est chouette. On est en train et là, tu co-crées, tu frottes, tu débats. T'es pas d'accord. Souvent, moi, je suis pas d'accord avec mes collègues, avec mes équipes. Je comprends pas. C'est pas agressif, mais parce qu'on discute, parce qu'on machin, etc. Ils vont m'en remontrer, ils vont montrer que j'avais rien compris ou que j'avais tort, ou quand même je vais pouvoir avoir une idée. Et c'est parce que on va frotter nos points de vue, nos angles, nos différences, que certainement on va avoir une idée qui est plus complète. Alors donc aujourd'hui tu es chargé de la recherche, de l'innovation et des technologies. La première question qui me vient, c'est quoi le futur de la beauté avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Tu m'avais parlé d'innovation au CES de Las Vegas. Est-ce que tu peux m'expliquer, vous avez présenté quoi déjà comme innovation au CES? Alors écoute, déjà, le futur de la beauté, on est en train de le fabriquer. Parce que moi, je suis avec des équipes recherche qui travaillent plusieurs années avant que les produits arrivent dans les mains des consommateurs. Mais découvrir des nouvelles molécules, découvrir des nouvelles capacités de la biologie humaine, des nouvelles formules, des nouvelles technologies, des nouveaux services, bien sûr. Donc il y a toute une partie qui est très amont. Donc moi, mes équipes, elles font des choses pour l'année. Elles font des choses pour les 3 ans et elles font des choses pour les 10 ans. Et du coup, j'imagine que c'est des trucs confidentiels, dans 5-10 ans, c'est pour tu ça. peux pas dire. Donc là, c'est ce que j'allais dire. Donc, j'ai la chance, moi, de voir ça et t'imagines comme c'est passionnant, comme c'est stimulant. Et aussi, combien tu me posais la question, oui, quelquefois, on va se tromper, on n'est pas sur la bonne route, etc. Mais si tu me parles de Las Vegas, tu sais, Las Vegas, c'est le plus grand show tech du monde. C'est vraiment, il y a tous les grands de la tech, etc. Et nous, on était hyper fiers parce que l'année dernière, c'est nous qui avons fait le grand discours du démarrage du CES de Las Vegas. Écoute, on a présenté quelque chose qui s'appelle Cell Bioprint. Le mot est en anglais, évidemment. C'est un petit laboratoire sur une puce. Okay. J'ai vu, c'est avec une start-up coréenne que vous avez fait ça? Avec une start-up coréenne, tu prends comme un morceau de scotch, si tu veux, un échantillon de ta peau. Ok. Juste avec un morceau de scotch, ça marche. Voilà. On arrive à voir tu vas le rentrer dans ce micro-laboratoire qui va analyser tes biomarqueurs, les tiens. Et c'est quoi des biomarqueurs? Les biomarqueurs, c'est qu'est-ce qui est si spécifique dans ta peau, qui est si différente de la mienne et qui est si différente à chaque individu. Parce que ta génétique, ton épigénétique, ce à quoi tu as été exposé, fait que ta peau, elle a aujourd'hui des caractéristiques, elle a des bactéries, t'as plein de bactéries qui vivent sur la peau, heureusement qu'elles sont là. Je crois qu'il y a un bail de 3 kilos de bactéries, enfin avec l'intestin, c'est une folie. Tu vois, c'est une folie. Donc, t'as une peau spécifique. Donc, on va pouvoir l'analyser en moins de 5 minutes, comme jamais on l'a fait. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir te dire? On va pouvoir te dire quel est ton âge biologique. Comme je t'ai dit, j'ai 56 ans, je le connais sur ma carte d'identité, mais la machine me dit mon âge biologique, je le garderai confidentiel pour moi, mais quand je l'ai fait, il te dit ton âge biologique. En fait, c'est quoi la différence du coup entre l'âge... regarde, j'ai 56 ans, la machine me dit biologiquement l'état de tes cellules, l'état de ta peau, et encore une fois, la peau c'est celle qui protège, c'est l'organe qui protège tous les autres organes et de l'agression de l'extérieur. C'est pas juste... il va te dire, l'âge biologique de ta peau, il est de 50 ans. Okay. Tu t'en es bien occupé. Ta peau va bien. T'as pas des débuts de problématiques, t'as pas une dégénérescence cellulaire. Ça va dire ça. Ça va te dire aussi ce à quoi, toi, tu es répondant. Je vais te faire un truc très simple en termes de produits. Faire un truc très simple. Il y a plein de crèmes dont tu entends parler au rétinol. Et les crèmes au rétinol sont hyper efficaces. C'est quoi le rétinol? Ça sert à quoi? Le rétinol, c'est une molécule anti-âge, et anti-tache. Donc, et c'est vraiment un actif très très important. Mais il se trouve qu'il y a 20% des gens, un peu plus de 20% des gens, qui ne sont pas répondants au rétinol. Okay. Pourquoi? Il se passe quoi? C'est leur biologie. Et la biologie de leur peau fait qu'ils n'ont pas une cellule qui répond à la stimulation apportée par le rétinol. Et on sait pourquoi ou pas? Alors ça, il faudrait que je demande à mes chercheurs très précisément, mais moi je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais que tu as 20% qui sont non répondants, et donc, tu as beau en mettre, ça ne sert à rien. Si tu le sais pas, t'achètes des crèmes au rétinol parce que, effectivement, c'est très efficace. Donc, si tu veux, ce qu'on a réussi à faire, on a pris nos chercheurs de la recherche avancée, qui ont pu identifier tous les biomarqueurs biologiques de la peau, les correspondances avec les différents actifs qui peuvent répondre. Et donc, ça te permet derrière de connaître tes biomarqueurs, de connaître ce à quoi tu es répondant, et la meilleure routine, c'est-à-dire dans l'état de ta peau, voilà le type de routine que tu dois avoir, voilà le type de produit que tu dois utiliser, voilà le type d'ingrédients que tu dois utiliser. Donc, si tu veux, c'est comment je vais travailler la longévité
de mon plus grand organe, qui est ma peau, qui est celui qui, d'abord, doit éviter de développer des cancers. Les cancers liés au soleil sont dramatiquement en croissance. Va éviter de développer trop de signes de l'âge. On vit de plus en plus âgé. Et si je regarde le visage de ma grand-mère, elle avait un visage vraiment de très 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 vieille dame, à 65 ans, 70 ans. Si je regarde les femmes autour de moi à 65, 70 ans aujourd'hui, mais qui vont vivre beaucoup plus longtemps, elles ont des visages complètement changés. Donc, comment je fais pour ne pas avoir tous ces signes de l'âge, selon ce que moi je veux, mais des tonnes de taches, tu sais, toutes ces taches, tout ce brouillage du teint, cette invisibilisation aussi des femmes un peu plus âgées et des hommes un peu plus âgés. Donc, comment je vais pouvoir avoir la meilleure routine de beauté, de soins pour ma peau, qui va me permettre de préserver la santé, l'hygiène et la beauté de ma peau. Alors, tu me disais que la femme de 22-23 ans qui est rentrée à L'Oréal n'imaginait pas du tout ce que tu serais aujourd'hui. Si tu pouvais lui donner un conseil à cette femme que tu étais, et du coup par extension à toute jeune femme qui serait dans la même situation, ce serait quoi? Alors là où tu as raison, c'est à 22-23 ans, j'ai aucune idée, et c'est même inimaginable. Et je vais te livrer un secret. Quand je suis rentrée chez L'Oréal à 22-23 ans, j'ai rencontré un des grands patrons de ce que je voyais autour de moi, et je me disais, si je réussis ma carrière, peut-être j'aurai un job comme ça avant ma retraite. Bon, et j'ai eu ce job-là à 35 ans. Donc tu vois, donc moi j'étais pas du tout carriériste en ayant planifié, etc. Le conseil que je me donnerais, et je donnerais à n'importe quelle jeune fille, c'est d'être très curieuse. Ou à n'importe quel jeune homme, d'être très curieux. Très curieux. D'oser discuter, d'oser rencontrer, mais d'être très curieux, de se renseigner. On a ces choses à faire, mais pourquoi on les fait? C'est que fait le service d'à côté? Que fait l'équipe d'à côté? Est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais? Les gens qui nous livrent des choses, des gens qui vendent nos produits. Si tu veux, d'exercer incroyablement ta curiosité. Et puis fondamentalement, c'est pas bien ce que je vais dire, mais de pas croire tout ce qu'on t'a raconté avant. T'es pas bonne en maths. T'es une femme, tu pourras pas faire des métiers techniques. T'es comme si tu viens de tel milieu, c'est pas faux pour certains d'entre eux. Il y a ton expérience, ta famille, ton machin, etc. Mais ce que font les gens, c'est qu'ils disent parce que ça, tu peux pas faire ça. Et moi, si j'ai un conseil à donner, c'est tu es ça, décide. Te laisse pas plaquer que parce que t'es ça, c'est ta voix. Parce que t'es ça, c'est ta voix. Parce que t'es ça, tu peux pas faire ça. Fais-toi confiance. Et à partir du moment où tu te fais confiance, accepte que tu vas quelquefois te tromper, que les autres diront « Ah, tu vois, j'avais raison ». C'est autre chose. Voilà. Donc, si tu veux, c'est une immense curiosité. Et puis de pas s'auto-censurer, parce que à la vérité, c'est pas nous qui nous auto-censurons. Tu vois, moi, on s'auto-censure toujours beaucoup. C'est qu'on écoute ce que les autres disent et qu'à la fin, on croit que c'est nous qui le pensons. Mais la vérité, c'est les autres qui l'ont pensé pour nous. Si moi j'ai une pensée différente, j'essaye, puis j'accepte de me tromper et puis de rebondir, quoi. Génial. Encore merci beaucoup Barbara, ça nous a énormément aidé, c'est infiniment enrichissant. C'était très sympa. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission sur YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, sur Spotify aussi en version podcast. On a un petit cadeau pour toi. Du coup, on va te le donner en officiel, le petit mug inspiré, comme ça tu pourras travailler, collaborer en sachant que tu fais partie de cette équipe-là. Super, merci beaucoup de m'avoir invité. Encore C'était merci. formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.